Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet après-midi dédié à la relation client. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Laurent Trogiani, directeur de l'expérience client et collaborateur de chez Ikera. Bonjour Laurent. Bonjour Aurélie. Et on est également ravis d'avoir avec nous Benoît Méronin, qui est en direct en duplex, en direct de Lyon. Bonjour Benoît. Bonjour Aurélie, bonjour Laurent. Directeur du pôle conseil et stratégie du groupe Chorus et professeur à l'école de Grenoble École Management. Cette thématique pour démarrer l'après-midi, le prendre soin des collaborateurs, une thématique qui vous est très chère à tous les deux, d'un point de vue métier, d'un point de vue expertise, prendre soin des collaborateurs pour créer de l'engagement, approche et méthodologie. Voici le thème de ces 3 quarts d'heure qui vont nous animer. Contacter un service client avec un motif de contact critique pour obtenir une réponse après avoir passé énormément de temps dans le SVI ou dans le cadre d'une réclamation. Imaginez parfois un peu dans quelle disposition votre conseiller peut avoir à prendre en charge vos clients, dans quel état d'esprit vos clients peuvent être aussi un peu irrités par ces longueurs. Et donc votre conseiller prend ses clients en charge tout au long de la journée. Sans oublier l'objectif suprême, on l'a déjà assez répété, délivrer une expérience client irréprochable, personnalisée et humaine. Vos collaborateurs sont souvent le premier point de contact entre vos clients et votre marque, et donc la vitrine de l'entreprise. Gros challenge pour eux. Ils ont été plus que jamais, surtout dans cette période de Covid, en première ligne, avec des services clients qui étaient, eux, bien ouverts, pas fermés. Merci le cloud, au passage, et les technologies d'accès par simple lien Internet. Donc, dans l'optique aussi de transformer le métier du recouvrement en moment clé du parcours client, Ikera a opéré une refonte de son dispositif d'écoute client et collaborateur dans le but de déployer sa philosophie CARE. Ce dispositif permet à Ikera d'engager ses collaborateurs dans une démarche vertueuse et durable et symétrique, et bien sûr, on en parle beaucoup, symétrie des attentions et à l'écoute et du monde qui nous entoure. Donc Laurent Trogiani, directeur, je le disais, de l'expérience client et collaborateur de chez Ikera, partagera son retour d'expérience sur le déploiement et les bénéfices d'une telle démarche, description de la mise en œuvre du plan d'action global, à partir d'un dispositif de feedback management global et en continu bien sûr, et comment exploiter les résultats en impact positif pour le business et les collaborateurs. Benoît Méronin, qui est, donc, je le disais, directeur du pôle conseil et stratégie du groupe Chorus, expert en care management, nous éclairera de sa parole d'expert qui est toujours hyper enrichissante, hyper nourrissante. Je pense que vous avez adoré d'ailleurs la préparation de cet atelier parce que vous êtes nourris l'un l'autre. Je confirme. Voilà, merci Laurent. Donc voilà, Benoît qui va nous éclairer sur la métrique du care, le potentiel calcul d'un ROI autour de cela et l'impact du prendre soin. Donc oui, encore un merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Et pour démarrer, alors Benoît, c'est quoi l'éthique du care ? Alors l'éthique du care, en quelques mots, c'est une forme d'éthique qui est née aux États-Unis au début des années 80, très très loin de nos sujets, très très loin du management, de l'entreprise de manière générale, parce qu'elle est issue d'une réflexion féministe. Et cette forme d'éthique qui a été finalement non traduite, on parle en français d'éthique du care, a cheminé finalement depuis une quarantaine d'années dans tous les champs des sciences humaines et sociales, en sociologie, en psychologie, en philosophie, en économie également. Et moi, j'ai trouvé une source d'inspiration pour renourrir finalement à la fois des vieilles questions un petit peu serpent de mer du management, le thème de la reconnaissance ou le thème de l'écoute qui est si important et éloquente, et puis également pour finalement renourrir les démarches de transformation, typiquement la démarche ou la philosophie CARE que porte Laurent, c'est-à-dire à la fois comment prendre soin de nos équipes, comment prendre soin de nos collaborateurs, comment plus globalement prendre soin finalement de nos parties prenantes. Donc on peut y voir aussi pour certains en tout cas une manière de repenser les politiques RSE par exemple, toutes les formes d'engagement sociétal. Donc c'est vraiment une forme d'éthique et le chemin que moi j'ai emprunté depuis 4 ans maintenant, c'est d'aller cheminer à travers cette forme d'éthique en entreprise pour renourrir toutes ces démarches de transformation autour du care collaborateur et du care client. Très bien, merci Benoît. Et donc pour toi Laurent, d'après les éclairages que nous apporte Benoît, est-ce que tu t'y retrouves dans le côté philosophie care, e-care, déployé au sein d'Ikera et si oui, comment est-ce qu'elle s'opère concrètement ? Alors, oui, bien sûr, je me retrouve avec tous les propos de Benoît. D'ailleurs, c'est un vrai plaisir aujourd'hui de participer à cette réunion avec Benoît qui a été
vraiment une source d'inspiration depuis pas mal d'années pour moi. Et puis, dans le cadre de cette journée si spéciale pour Eloquent, qui est aussi un partenaire de confiance avec lequel on travaille depuis de nombreuses années chez Ikera. Oui, bien sûr, je me retrouve dans tous les propos de Benoît. Je me retrouve dans cette idée de transformation culturelle autour du prendre soin qu'on a entamé maintenant chez Ikera depuis bientôt 4 ans. Ikera, c'est une entreprise de plus de 2000 personnes qui est finalement dédiée à la gestion et à l'acquisition de créances. Donc c'est un métier qui est assez compliqué, c'est un métier qui est assez difficile à opérer au quotidien, c'est un métier qui s'appuie sur des compétences métiers, des compétences fortes avec une notion de qualité et de delivery qui est extrêmement importante, qui nécessite de l'engagement collaborateur qui est extrêmement important. Et la traduction finalement de cette philosophie qu'on a souhaité démarrer il y a bientôt 4 ans, c'est bien sûr donner une autre image un peu de ce métier, transformer notre culture interne. Mais transformer cette culture interne, ça passe par des éléments de preuve, ça passe par justement le prendre soin concrètement des personnes avec qui on interagit au quotidien. Donc ces personnes, ce sont des personnes qui sont en situation d'impayé. La situation d'impayé aujourd'hui, ça peut être l'issue de différentes, j'ai envie de dire, origines. Une origine de défaillance des entreprises pour lesquelles on travaille. On travaille pour les plus grands groupes français et que ce soit dans n'importe quel secteur, bancaire ou autre. Et donc ces défaillances, nous, on les prend, j'ai envie de dire, en pleine figure. Donc on doit aussi accompagner nos collaborateurs pour faire face à ces dysfonctionnements. Et puis essayer de renvoyer le meilleur message possible. Donc c'est le déploiement d'un dispositif d'écoute vis-à-vis de ses clients débiteurs pour voir justement quel est notre niveau d'expérience délivrée. Donc ça, c'est le travail qu'on a réalisé avec les équipes d'Eloquent depuis maintenant 4 ans. C'est près aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est près d'1 million d'enquêtes qui ont été routées. Donc c'est des interactions quotidiennes qui nous permettent justement d'avoir ces retours. Et puis un dispositif d'écoute collaborateur, bien sûr, puisque c'est eux les acteurs de la transformation culturelle, c'est eux les acteurs de la transformation du changement. Et ces dispositifs d'écoute, qu'on pourra détailler un peu plus tard, c'est surtout et avant tout pour écouter leurs desiderata, leurs attentes et surtout valoriser ce qu'ils font au quotidien. Très bien, merci Laurent. On va revenir juste un petit peu en image, un peu pour décrire. On est en train de planter le décor un peu de cet atelier. Donc, qui est Ikera? Je te laisse présenter Ikera, si tu veux bien, Laurent. Alors, Ikera, en quelques mots, hein, donc, comme je vous l'ai dit, c'est le leader français de la gestion et de l'acquisition de créances. C'est la résultante de la fusion de 2 sociétés historiques présentes sur le marché français depuis plus de 20 ans, spécialisées dans ce métier, donc le métier du recouvrement. On est présent dans plus de 13 sites dans le monde et avec des spécificités où on couvre quasiment la totalité de ce métier, que ce soit en B2C, en B2B et des recouvrements de créances pour compte de tiers et pour notre propre compte. Très bien, merci Laurent. Et du coup, Benoît, si tu peux nous présenter, pareil, comme on plante le décor, là, Chorus, s'il te plaît. Alors Chorus, en quelques mots, on est une ETI, on est un concepteur et réalisateur et on assure également la maintenance en fait d'espaces de travail et d'espaces de service. C'est une entreprise qui est née il y a 30 ans dans la région grenobloise, qui est présente sur les grandes métropoles françaises, également à l'international avec un pays en particulier. On est fortement implanté, c'est l'Italie, mais on est en train de se redéployer également au Luxembourg, en Allemagne et en Espagne. Et donc, dans cet univers-là, moi je pilote depuis 1 an l'équipe conseil et notre enjeu, c'est d'embarquer finalement les collaborateurs par rapport à un sujet qui les concerne au premier chef, c'est-à-dire leur environnement de travail, mais aussi de distiller cette même philosophie chère à Laurent dans la conception des espaces de travail, c'est-à-dire créer des espaces qui prennent soin. Vous avez à l'écran voilà, l'ensemble des métiers que le groupe opère depuis finalement l'amont, c'est-à-dire tout un travail d'accompagnement en termes de conseil, jusqu'à la maintenance multitechnique. Vous voyez, ça couvre une large palette de métiers. Puis vous avez en bas de la slide en fait, l'ensemble des secteurs dans lesquels on opère, c'est-à-dire quasiment en fait, tous les champs d'activité, aussi bien donc l'immobilier tertiaire que les points de vente, donc le retail. Historiquement, on est très présent dans la banque et les agences postales, et puis également l'hôtellerie, le médico-social, donc les EHPAD, les crèches, et pour finir les sites industriels, donc quasiment on va dire tous les lieux de vie des collaborateurs, quel que soit leur métier. Merci Benoît. Donc avant de rentrer plus précisément dans le détail, on va faire un petit zoom sur un dessin de Gabs. Il est où le conseiller qui était là hier? Il est parti avec celui qui était venu le remplacer. Très bien, merci. Donc avec ses datifs PC, anti-stress et l'exomil. Donc merci pour cette vision Gabs toujours fraîche. Ça va nous donner une très bonne transition pour aborder le sujet du care et de la transformation.
Selon toi, Benoît, est-ce que cette démarche du CARE, elle nécessite une transformation managériale? Oui, tout à fait. La vision qui est la mienne et qui a fait que j'ai rejoint finalement un groupe de l'immobilier d'entreprise depuis un an, c'est que cette transformation culturelle que Laurent évoquait, elle est globale et systémique. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pouvoir rentrer par différents leviers. Alors le levier de la transformation des espaces de travail aujourd'hui est principalement le mien, mais pour autant, il est nécessaire d'accompagner effectivement les managers vers une posture un petit peu différente qui implique aussi un travail sur eux-mêmes et d'accompagnement finalement de leurs équipes avec cette vision de la symétrie que tu évoquais, c'est-à-dire prendre soin des clients, c'est d'abord prendre soin de nos équipes, prendre soin de nos collaborateurs, mais c'est aussi, nous dit l'éthique du CARE, prendre soin d'abord de soi-même, parce que si on ne prend pas soin de soi, on n'est pas en capacité de prendre soin des autres, et donc c'est toute une philosophie qui nécessite effectivement un accompagnement managérial, parce qu'en fait, en préambule, finalement, cette forme d'éthique, elle part de la fragilité, de la vulnérabilité des personnes que nous sommes, et donc elle est assez déstabilisatrice en entreprise, et finalement, ce thème de la vulnérabilité, il n'est pas toujours simple à faire comprendre, et en particulier à des managers, que finalement leur travail c'est aussi d'accepter ça aussi de la part de leurs équipes, et de travailler dans cet accompagnement, surtout pas en mode bisounours, parce que parfois on a un petit peu cette critique en ce qui concerne finalement l'éthique du CARE. C'est pas du tout une vision bisounours, c'est simplement une vision du prendre soin, d'abord de soi-même, ensuite de ceux qui nous environnent, et puis finalement d'être attentif à l'autre, peut-être un peu plus qu'on ne l'est, mais au même titre qu'en tant que personne, on se doit d'être attentif à nos proches, à nos enfants, à nos parents âgés. Et finalement, cette éthique du CARE, c'est quelque chose qu'on pratique les uns et les autres ici au quotidien, dans nos vies personnelles. Et c'est juste comment on arrive finalement à passer le cap de la frontière de l'entreprise et de se dire finalement la personne que je suis, qui prend soin assez naturellement de ses proches au quotidien, et bien comment ça doit continuer aussi à nourrir, à m'inspirer en tant que professionnel, parce que tout professionnel que je sois, je reste cette même personne. Et finalement, prendre soin des autres, on se rend compte que ça a un impact extrêmement puissant, c'est-à-dire que finalement, quand on fait cette démarche-là, quand on fait le premier pas, on se rend très vite compte que le comportement des autres évolue finalement, il se met plutôt au diapason d'une autre, et finalement c'est quand même, in fine, mais je pense que Laurent aura un point de vue là-dessus intéressant, le professionnel qui doit prendre l'initiative de cette qualité de relation à l'autre et d'attention à l'autre, de façon effectivement à ce que le retour client quelque part se mette au diapason. Mais c'est toujours le professionnel qui doit en prendre l'initiative. Donc voici pour parler CARE et transformation managériale. Donc on venait juste de l'aborder avec Benoît Méronin, qui est notre expert en CARE Management et directeur du pôle conseil et stratégie du groupe Corus. Et on est avec Laurent Trogiani également, qu'on est ravi, Laurent, de t'avoir aujourd'hui avec nous. On a de la chance. Donc directeur de l'expérience client et collaborateur d'Ikera. Maintenant, donc juste avant qu'on se quitte, et j'espère que maintenant tout le monde a accès un petit peu aux images, Benoît a abordé la démarche qui nécessite une transformation, enfin que le CARE est quand même une démarche qui nécessite une transformation managériale. Et Laurent, du coup, côté organisation Ikera, comment est-ce que cela se traduit concrètement? Alors, nous, concrètement, au niveau du groupe, cette transformation, on a voulu faire passer un message très fort qui est de dire, si on s'occupe du prendre soin, si on s'occupe du prendre soin de l'humain, il faut que cet humain, finalement, il soit représenté au niveau du COMEX, mais dans sa globalité, et pas de manière parcellaire. Donc, moi, je tiens à remercier, justement, je trouve que c'est quelque chose qui est profondément évocateur de notre stratégie, notre direction. C'est la création, finalement, d'une direction dédiée à l'humain, la direction talent engagement, dans lequel on regroupe une multitude de fonctions qui couvrent tout le spectre autour de l'humain. Alors, on retrouve toutes les fonctions autour des services généraux, donc là, je fais allusion à Benoît, justement, sur les lieux physiques de là où travaillent finalement les personnes. Donc, c'est une notion qui est extrêmement importante. Mais également toutes les fonctions RH, toutes les fonctions liées à la formation, à l'accompagnement et à la montée en compétences de nos collaborateurs. Les fonctions autour de l'expérience, donc j'ai la chance de diriger. Et puis, toute la fonction autour de la communication. Donc tout ce qui est relatif et qui a été extrêmement importante pendant cette période assez compliquée qu'on a pu avoir. Donc finalement, le fait d'avoir toutes ces fonctions regroupées et dirigées par une seule et même personne, en l'occurrence Anne Denuel, qui a cette sensibilité, on a réellement toutes les fonctions humaines qui sont représentées au niveau du COMEX, et donc cette voix de l'humain, que ce soit client et collaborateurs, nous permet d'avoir finalement cette voix qui est toujours systématiquement représentée, qui influe et qui est directement
au cœur des décisions. Et donc les dispositifs d'écoute qu'on a pu mettre en place sont directement remontés au niveau du COMEX, discutés, évoqués. Et donc systématiquement, les décisions qui sont prises sont, que ce soit stratégiques, organisationnelles, au niveau du lieu de vie, au niveau des accords de télétravail, au niveau de tous ces aspects qui sont extrêmement importants et liés au bien-être, ou la coordination liée au Covid. Je pense que cette organisation nous a permis d'agir très très vite au moment du premier lockdown au mois de mars, puisqu'on avait sous une même tête dirigeante la coordination de tous ces métiers qui permettent de prendre soin immédiatement des collaborateurs et donc de favoriser cet engagement qui finalement nous rassemble avec Benoît aujourd'hui et bien sûr les équipes d'Eloquent. C'est mettre à disposition ces outils d'écoute pour arriver au final à créer de l'engagement de nos collaborateurs pour écouter au plus près leurs besoins. Et c'est vrai que tu es la seule direction que je connaisse qui est à la fois direction de l'expérience client et collaborateur. Et on voit, c'est peut-être aussi, je pense, voilà, une transformation qui débute, et donc vous êtes vraiment précurseur au sein des directions françaises, nos entreprises. Alors c'est vrai que c'est pas commun. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains directeurs de l'expérience client collaborateur ces derniers temps qui sont manifestés. Oui. Écoute, très bien. Ça commence à émerger, donc. Okay. Mais je trouve ça finalement complètement normal, puisque que ce soit Benoît qui évoquait justement la notion d'attention symétrique entre ces deux parties. Dans mes précédentes expériences, on a bien vu que finalement s'occuper des clients, c'est dans les plans d'action très concrètement sur le terrain de manière très opérationnelle, c'est s'occuper avant tout des collaborateurs. C'est former les collaborateurs, c'est accompagner les collaborateurs, c'est donner un maximum d'outils techniques aux collaborateurs, c'est faire du feedback aux collaborateurs. Donc on voit que finalement le collaborateur est l'acteur majeur finalement de cette expérience. Donc s'occuper de l'un sans s'occuper de l'autre, ça peut donner des plans d'action antinomiques, ça peut annihiler les forces. Donc ça nous semblait intéressant, nécessaire de pouvoir mutualiser ne serait-ce que nos outils d'écoute, puisqu'on utilise les mêmes outils d'écoute, en l'occurrence ceux d'Eloquent, pour l'un et pour l'autre, et donc d'optimiser les coûts, d'optimiser finalement notre approche et de pouvoir les mettre en miroir. Très bien. Écoute et engagement, quels impacts, puisque bien sûr quand on écoute, même on le dit, nous en tant que spécialistes, quand vous écoutez vos clients, et bien sûr qu'il y a une attente derrière. Alors quelles sont ces formes d'attente? Selon toi, Laurent, en quoi l'écoute, ça favorise l'engagement collaborateur d'un point de vue vraiment métier de ton expertise à toi? Alors, l'écoute à proprement parler, pour moi, c'est une première brique. L'écoute, ça permet de récupérer finalement un maximum de matière, ça permet de récupérer ce qui va être traité par la suite et qui va créer de l'engagement par la suite. Le véritable cercle vertueux, c'est d'aller écouter nos collaborateurs, de les entendre, d'entendre les messages qu'ils ont à nous dire, de les traduire avec des choses très concrètes, déjà de leur restituer ces résultats, de leur exprimer finalement déjà notre gratitude de pouvoir parler, parce que donner son avis, ça peut être considéré comme un effort. Après, si cet effort, entre guillemets, n'est pas traduit par des actes, on rentre dans un mécanisme qui n'est pas vertueux, qui est un mécanisme de défiance, où on se dit finalement, on nous demande des choses et il ne se passe rien derrière. Donc, le vrai mécanisme, c'est d'écouter, c'est d'entendre, c'est de restituer en disant voilà ce que vous nous avez dit, y compris des choses, et accepter qu'on peut avoir des choses qui peuvent dysfonctionner chez nous. Le traduire par des actes, donc préciser ce que l'on va faire, et surtout le restituer finalement quelles sont les actions qu'on va mener et suivre ces actions. C'est exactement ce qu'on fait chez Ikera. On a différents moments clés qu'on monitore avec Eloquent, de la candidature, en passant par le onboarding, en passant par des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes Pulse, qu'on fait assez régulièrement pour arriver à mesurer l'humeur de la tribu, de notre tribu Ikera, qui est vraiment un terme propre à nous, où on essaye d'avoir cette notion de bien-être, cette notion de famille. Où on essaye d'aller mesurer sur certains thèmes et de manière assez régulière justement cette vérité qui n'est jamais la vérité d'un jour n'est jamais la vérité du lendemain. Et donc c'est ça en fait la vraie force de ce dispositif d'écoute, c'est d'arriver à écouter régulièrement, d'arriver à se dire que ce qu'on fait aujourd'hui
peut ne pas être d'actualité demain. Et donc, il faut perpétuellement écouter pour perpétuellement réagir et perpétuellement être réactif par rapport aux attentes de nos collaborateurs. Donc, je pense que c'est ça, c'est avoir cette notion de confiance, de retour, de transparence, pour que finalement les collaborateurs nous trouvent crédibles. Sinon, on n'est pas crédible. Et sinon, et je pense que Benoît partagera cet avis, la notion de crédibilité et de confiance, c'est absolument primordial dans ce care qui est cher chez lui aussi également dans sa démarche. Tout à fait, cette prise de pouls régulière. Et Benoît, quel regard tu poses, toi, sur l'écoute collaborateur dans une démarche du prendre soin ? Moi, ça fait partie des piliers. J'ai préparé une petite slide, on pourra y revenir, Aurélie, un petit peu plus tard, sur les 4 besoins fondamentaux finalement qui sont ceux d'une personne, que ce soit un client, un collaborateur, peu importe, du point de vue de l'éthique du care et l'écoute. Sur laquelle Laurent vient de s'attarder, évidemment, un de ces 4 besoins. L'écoute, pour moi, ça a toujours été la première marque de considération, finalement, d'une personne. Mais effectivement, dans la logique de restituer, comme l'a dit très justement Laurent, ce que les gens ont pu exprimer, puis de se mettre d'accord sur les principaux irritants qu'il convient de traiter, et puis d'accompagner, pour le cas échéant, les situations les plus fragiles. Laurent rappelait qu'on a traversé une période particulière, il y a eu des collaborateurs qui ont pu être touchés personnellement, traverser effectivement des périodes compliquées, et donc d'être présent à l'écoute en tant qu'employeur à ce moment-là, ça a du sens. Et donc effectivement, l'écoute, c'est quelque chose qui paraît effectivement être un bon vieux serpent de mer, mais je le dis à chaque fois, moi je n'ai pas mis les pieds dans une organisation, publique ou privée, où on est exprimé ce besoin d'être réellement écouté, c'est-à-dire entendu, considérant qu'on n'est pas suffisamment. Donc en 2021, on en est encore là, et c'est simplement un besoin fondamental de l'être humain. Et puis le deuxième, parce que Laurent en a beaucoup parlé finalement indirectement, c'est la reconnaissance. Il a beaucoup parlé de revalorisation, il a beaucoup parlé de valorisation, de transformer l'image d'un métier. L'éthique du care, c'est aussi cette notion des invisibles dont on a beaucoup parlé pendant la crise, et donc de dire à des métiers qui sont historiquement ceux que vous accompagnez, Eloquent et moi aussi historiquement, c'est-à-dire les métiers de la relation client qui sont des métiers difficiles, loin d'être toujours bien perçus et valorisés dans les organisations. Mais c'est plus globalement des métiers, celui dans lequel Laurent évolue aujourd'hui, le métier du recouvrement, il l'a dit en ouverture, c'est complexe, c'est pas facile, c'est quand même des situations très compliquées en termes de relations et pour les personnes qui sont face à nous. Et donc, ce besoin finalement de valoriser ces métiers, de les valoriser en interne, de les valoriser de façon sociétale pour donner accessoirement, Laurent, envie aussi à des gens de talent de vous rejoindre et puis de rester fidèle à l'entreprise et de créer cette adhésion, cet engagement. En somme, ce thème de la reconnaissance, il est fondamental. Donc déjà, il est 14h25, on a parlé de l'écoute, on a parlé de la reconnaissance, qui sont 2 des 4 grands besoins fondamentaux de la personne humaine selon l'éthique du care. Oui, tout à fait. Alors en plus, c'est vrai que le recouvrement, c'est aussi une étape du parcours, mine de rien. Laurent, c'est quelque chose que tu défends, et à juste titre, parce qu'on a tendance parfois un peu à l'oublier. Oui, tout à fait. Finalement, je l'ai découvert petit à petit en intégrant le groupe. Que ce moment clé, il est souvent délaissé en fait dans les organisations. Il est pourtant primordial parce qu'aujourd'hui, c'est la manifestation d'un dysfonctionnement qu'il peut y avoir dans l'organisation, mais qui fait partie complètement intégrante et de l'acte de vente et de l'acte relationnel et potentiellement d'une remontée suite à une réclamation. Et aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus de défiance, où on a tendance à se manifester beaucoup plus durement. On a des jeunes générations qui n'acceptent pas certaines choses. On a des situations qui peuvent être considérées comme vraiment inacceptables. Et donc, un des moyens de se manifester, c'est de dire « je stoppe le paiement ». Et au moins, je serai, pour rebondir sur ce que disait Benoît, je serai écouté, entendu, et peut-être que ma voix va compter à ce moment-là. Et donc, c'est un moyen finalement d'interrompre un cycle au niveau du parcours, pour pouvoir avoir une interaction, si possible une interaction humaine, extrêmement importante, puisqu'on a dans ces cas-là une histoire à raconter. On a très souvent une multitude de choses qu'on a envie d'évoquer, de vivre. Donc, de l'autre côté, nous devons avoir des collaborateurs qui soient formés, qui aient les capacités de pouvoir répondre à et accueillir finalement ces histoires, avec les disparités qu'il peut y avoir, avec le côté unique à chaque fois, avec des situations des fois compliquées aussi, parce que je parle beaucoup de dysfonctionnement de société, mais on est souvent confronté à des situations de clientèle fragile.
c'est quelque chose qui nous est très cher chez nous. C'est aussi l'axe stratégique qu'on évoquera un peu plus tard de notre entreprise, c'est d'arriver à relier finalement cette approche de l'éthique du care, mais non pas uniquement chez nous pour nos clients, mais également avec cet enjeu sociétal qu'évoquait Benoît. Et c'est de pouvoir se dire finalement quel rôle on peut avoir à jouer, quel rôle dans cet enjeu sociétal, nos collaborateurs, comment est-ce qu'on peut les aider, les accompagner, comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients dans cet enjeu de parcours. On voit que finalement, voilà, le métier du recouvrement qui pouvait avoir il y a 10 ans ou 20 ans une approche assez caricaturale de on relance, on veut absolument avoir un paiement quelle que soit la situation et l'objectif est atteint. Aujourd'hui, cette transformation du groupe Ikera et cette notion de différenciation qu'on veut avoir, c'est vraiment dans cette optique-là. Et donc, cette éthique du care, cher Benoît, cette philosophie du care chez Ikera, c'est prendre soin de nos collaborateurs, pour prendre soin de nos clients, pour finalement avoir une approche très différente pour nos clients donneurs d'ordre. Très bien. Oui, bah vous me l'amenez un petit peu tous les deux, hein, ce sujet qui arrive tranquillement, le care et le RSE. Alors aujourd'hui, l'importance de la marque employeur et de ses engagements sociétals, on voit pour les jeunes aussi, comme tu le disais, hein, pour les jeunes actifs, ça devient important. La marque, voilà, ce que défend la marque côté environnemental, pour les collaborateurs, ça devient, oui, ça prend beaucoup d'importance. C'est même parfois un critère de choix. Ce qui est un nouveau challenge pour les entreprises, c'est de développer aussi leur marque employeur et tout ce qui va autour du RSE, encore plus accentué depuis le Covid. Hein, quelle place au télétravail, quelle place aussi dans les activités décarbonées, etc. Donc maintenant, là, c'est une question vraiment ouverte à tous les deux, à toi Laurent et à toi Benoît. Quel lien peut-on faire entre le care et le RSE, environnement de travail? Est-ce que vous y voyez une tendance de fond? C'est la question qu'on répète beaucoup aujourd'hui, mais c'est assez important. Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. Allez Benoît, à toi l'honneur. Allez, je me lance facile. Merci Laurent. En fait, dans mon dernier livre, en fait, j'évoque la question du triple engagement, c'est-à-dire cette notion d'engagement collaborateur dont on a parlé, la question aussi de l'engagement client, parce que je pense qu'on a aussi les clients qu'on mérite. Et je pense que si Ikera, avec cette philosophie si particulière, fait si bien son travail, c'est bien parce qu'à un moment donné, dans la relation à l'autre et dans la manière dont finalement les collaborateurs accompagnent ces situations difficiles, on arrive à recréer finalement une forme d'engagement de la part des clients vis-à-vis de la marque finalement qu'ils défendent hein, dans cet accompagnement quelque part, la marque cliente. Puis le dernier C, c'est le citoyen. Et moi, j'avais été frappé en travaillant avec le Futuroscope, avec la directrice des ressources humaines du parc, de voir effectivement cet éveil des consciences de façon assez avant-gardiste. Et Laurent, évidemment, partage aussi cet esprit pionnier, c'est-à-dire de considérer que nos clients et nos collaborateurs sont les premiers, finalement, leviers de cette politique d'engagement sociétal. Et que, à l'occurrence, dans un parc, c'est par des gestes simples et par l'accompagnement des collaborateurs que l'on va engager finalement les clients à respecter un certain nombre de bonnes pratiques, mais c'est aussi parce qu'on est interpellé à travers les dispositifs d'écoute par des clients qui nous disent finalement vous êtes dans un parc qui s'appelle Futuroscope, et il y a encore des gobelets en plastique que l'on voit partout jetés dans les poubelles. Est-ce que ça a un sens ? Et donc, c'est aussi quelle est la capacité de l'organisation à un moment donné. Laurent parlait tout à l'heure de l'organigramme et de l'organisation, ça c'est fondamental, j'aimerais y revenir un petit peu plus tard. D'être se dire, finalement, j'entends, je suis capable d'entendre en fait côté client ces signaux faibles, j'entends aussi côté collaborateurs les plus jeunes qui m'interpellent, à juste titre sur un certain nombre de dysfonctionnements, et donc je mets en place des actions correctives pour amener de la preuve. Et on voit bien que le client, le collaborateur, là aussi, sont en résonance, s'interpellent finalement mutuellement, mais que, encore une fois, plus basiquement, derrière chaque client, derrière chaque collaborateur, il y a un citoyen qui vote, alors qui vote avec ses pieds. Tu disais très justement, Aurélie, en ouverture, il y a des gens qui ne vont pas travailler chez nous demain parce qu'on n'a pas tel label, parce qu'on ne respecte pas un certain nombre de règles qui leur paraissent fondamentales. Et je raconte notamment dans le bouquin l'histoire de Decathlon et du retour des produits, qui est presque un cas d'école maintenant au sein de l'association pour le management de la réclamation client, la marque, et qui montre de façon très prosaïque ce lien entre le client, le collaborateur, le citoyen, de façon tout à fait opérationnelle, loin de toute philosophie. Donc là-dessus, je rejoins complètement cette thématique chère à Laurent. Laurent, une réaction ? On est complètement alignés dans cette vision. On est tellement alignés que nous, on a vraiment cette conviction chez Ikera, et c'est ancré dans notre stratégie.
parce que c'était une vraie volonté aussi de notre président à l'époque. C'est cette transformation culturelle de notre métier, elle devait avoir une vocation à terme, qui était de se dire quel rôle sociétal on peut avoir à jouer, mais quel rôle sociétal crédible on peut avoir à jouer. Et non pas un rôle sociétal juste pour afficher quelque chose, juste pour se dire on s'est lancé là-dedans, mais qu'est-ce que... De par notre activité, comment est-ce qu'on peut, nous, avoir des choses à faire et agir concrètement pour nos clients, mais également avec l'aide de nos collaborateurs, et comment finalement, en transformant ce métier, on arrive à donner envie, on arrive à en parler librement. Moi, aujourd'hui, 4 ans après être arrivé dans ce groupe, je parle de notre approche et de notre démarche avec fierté, là où peut-être il y a 4 ans, j'avais un peu plus tendance à pas trop dire dans quel secteur j'allais travailler. Là, aujourd'hui, la démarche et l'optique dans laquelle on est, qui est du prendre soin, concrètement, c'est vraiment quelque chose qui peut attirer des talents, qui peut engager, qui peut fidéliser, qui peut donner envie de rejoindre ce groupe. Nous, on a vraiment cette conviction que écouter ses collaborateurs, écouter ses clients et écouter le monde qui nous entoure, ça va être incontournable dans les années futures et dans les mois qui arrivent. Vraiment, quand je parle de moi, on le voit déjà aujourd'hui. Regardez les annonces qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les annonces de job. Aujourd'hui, les critères, c'est des critères qui sont différents. La mise en avant des marques est faite de manière différente. Aujourd'hui, les modèles économiques changent. Pour attirer des talents, on proposait un job. Il y avait une job description avec des avantages, avec une rémunération, avec un certain nombre de choses. On voit aujourd'hui que déjà l'hybridation et donc le lieu de travail, et c'est tout l'objet aussi du métier de Benoît, hein, d'arriver à proposer finalement une nouvelle expérience sur le lieu de travail. Demain, ça va être un véritable enjeu. Demain, le modèle économique des entreprises, il va être fragilisé par justement leur approche RSE. Qu'est-ce qu'ils vont proposer à leurs clients? Ça va être un critère de choix dans les appels d'offres, ça va être un critère de sélection, ça va être un critère d'attractivité de la marque. On parlait de marque employeur. Demain, les travaux réalisés par nos équipes RH et les réflexions vont être très orientés sur qu'est-ce qu'on peut proposer de plus en termes de reconnaissance, et non pas une reconnaissance matérielle, salariale, avantage, mais quelle expérience sociétale on peut proposer. Nous, chez nous, par exemple, l'angle qui nous semblait être le plus évident pour être crédible, c'est l'angle sociétal, c'est s'engager dans des missions, ce qu'on appelle la mission empreinte chez nous, avec des partenariats très forts, en axant finalement notre politique RSE sur de l'éducation. Donc on a fait la promotion au sein de Paris Sciences et Lettres d'une licence développement durable pour accompagner nos jeunes générations et les sensibiliser là-dessus. On accompagne aussi en termes de prévention 2 associations qui sont Proxité et Institut de l'engagement pour arriver à accompagner des jeunes dans la difficulté et engager nos collaborateurs dans des missions justement de parrainage auprès de jeunes. Donc c'est des choses très concrètes où nos collaborateurs peuvent, en plus de leur métier, s'adapter et pouvoir contribuer directement à cet angle sociétal. Et puis après, directement lié à notre activité, un partenariat avec Crédit Municipal de Paris et Crésus pour accompagner les personnes dans la fragilité. Ça, c'est notre axe de crédibilité. Et demain, comment arriver à réorienter finalement et détecter des personnes en situation de fragilité au sein d'Ikera. Alors, quand on a préparé aussi l'atelier, Laurent, tu m'as confié que le RSE, c'était désormais aussi un petit peu sous ta coupe, hein, en termes de... pour que ça fût... Alors, oui, on va dire que la coordination de tous les aspects RSE, c'est en complémentarité de l'expérience client et collaborateur. Aujourd'hui, je pense qu'on est au tout début de cette structuration et qui va prendre une très grande ampleur dans notre groupe. Parce que, encore une fois, si on revient à notre thème initial de l'engagement collaborateur, il ne va pas simplement avoir besoin d'écouter les collaborateurs et d'écouter nos clients, mais également écouter toutes les sphères d'influence qu'il peut y avoir. Je prendrai un dernier exemple avant de laisser la parole à Benoît. J'ai lu il n'y a pas longtemps, et je trouvais ça extrêmement fort finalement comme message, Amazon qui était cité comme exemple depuis toujours pour nous tous, hein, en termes d'expérience client. Je crois qu'il n'y a pas plus bel exemple qu'Amazon. Il est souvent cité, effectivement. Il est souvent cité comme exemple et souvent récompensé.
Amazon a souffert ou souffre aujourd'hui d'une légère image liée à son empreinte carbone, liée à la délivrabilité de ses colis, liée à son modèle économique, liée également à ses modèles sociaux. Ils ont énormément communiqué dans ce sens pour essayer de contrecarrer ça. Et on voit bien que finalement, ce monde qui entoure Amazon, maintenant, est-ce qu'on va continuer à acheter sur Amazon aussi librement avec tous les enjeux environnementaux qui nous attendent? De manière apaisée, quoi. Donc, exactement. Donc, peut-être que cette notion voilà, de choix, de manière de consommer, d'aller travailler pour telle ou telle entreprise va être extrêmement importante. Merci Laurent. Et Benoît, on parlait aussi, bien sûr, ce sont tes sujets aussi, hein, le care dans les murs. J'aime beaucoup cette expression, hein, la voix du client aussi dans les espaces. Quelle est l'importance de cette voix du client dans les espaces au sein des environnements de travail pour toi et du care dans les murs en général, hein? En fait, c'est vraiment déjà l'écoute, hein, dont on a beaucoup parlé. Donc l'écoute, ça passe par la co-construction, c'est-à-dire ça passe effectivement par un travail d'écoute pour bien entendre ce que les collaborateurs, de quoi les collaborateurs ont besoin concrètement pour se sentir bien en fait dans un espace de travail, de quoi ils ont besoin pour bien travailler. Et puis également leur niveau de satisfaction, tout simplement par rapport à leur environnement de travail. Mais ensuite, à travers des dispositifs d'interview, des dispositifs d'écoute, des dispositifs aussi de co-construction, à travers des ateliers très très simplement, de co-construire véritablement avec eux ces futurs espaces de travail. Et là aussi, ça a l'air peut-être un peu basique dans certains métiers, mais dans le monde de l'immobilier d'entreprise, c'est pas encore totalement généralisé. C'est encore une pratique finalement émergente, et finalement de considérer que là aussi, c'est une marque de considération que de demander aux premiers intéressés finalement de quoi ils ont besoin et dans quel environnement ils vont se sentir bien demain. Puis après, c'est une somme d'attention, hein, aux détails. J'en parle encore ce matin avec un client par rapport à cette logique de plus en plus de plateformes de services, c'est-à-dire d'avoir au sein de l'entreprise, notamment dans la logique du travail hybride, quand je me rends au bureau, au-delà du travail, c'est de pouvoir aussi trouver un certain nombre de services liés effectivement au bien-être, et de réconcilier encore une fois la personne et le collaborateur, c'est-à-dire comment j'aide finalement le collaborateur à résoudre les tensions et les déséquilibres de plus en plus nombreux entre finalement sa vie personnelle, parfois faite aussi de fragilité, de complexité, et puis sa vie professionnelle. Les problématiques qu'on connaît tous et assez basiquement qui peuvent avoir trait tout simplement au temps de déplacement, hein, la mobilité le matin et le soir pour venir au travail. Comment on prend cette dimension servicielle en fait pleinement dans les murs, et comment on lui laisse tout simplement de l'espace de manière à pouvoir y avoir accès. Puis enfin, c'est l'ensemble des services qui se développent de plus en plus aujourd'hui, sans tomber dans la caricature, hein, du baby-foot et de la salle de pause. Mais on voit quand même, et l'espace ça coûte cher, et consommer de l'espace, et en plus c'est une empreinte carbone pour faire le lien avec la RSE, et bien d'avoir pour les équipes, et l'hybridation du travail le permet, c'est-à-dire de libérer de l'espace pour d'autres formes d'usage. Alors ça va effectivement des salles de sport, en passant par évidemment des espaces dédiés aux services que j'évoquais, mais aussi, c'était le cas ce matin par exemple, de dire est-ce qu'on pourrait pas dédier un espace pour accueillir des startups dans une logique d'incubateur, en lien avec nos métiers, de pouvoir accueillir des gens qui sont en train de se lancer, qui prennent des risques et qui ont un métier quelque part qui a une connexion avec le nôtre, et de pouvoir leur mettre à disposition gratuitement finalement des espaces pour pouvoir travailler, mais aussi recevoir des clients chez nous, se connecter aussi à nos écosystèmes, à nos propres clients. Donc on voit qu'on est toujours dans une espèce de brouillage des frontières entre finalement le care collaborateur, quelque part le care client, mais aussi plus globalement un care, encore une fois, dans une vision systémique. Et puis pour terminer, c'est aussi comment, et pour moi c'est très important, ça fait bien le lien avec ce que Laurent vient de poser, c'est comment typiquement les engagements très concrets de la marque du point de vue sociétal se reflètent dans les murs. C'est-à-dire pas simplement d'afficher des valeurs comme on le fait très souvent, de dire voilà, on a telle et telle valeur corporelle, donc on va les mettre partout au mur, mais c'est comment on arrive à rendre extrêmement concret finalement les engagements de l'entreprise, montrer, et Laurent l'a dit, c'est ça qui est le plus important, c'est les actes concrets que des collaborateurs peuvent réaliser finalement. Alors ça peut être du mécénat de compétences ou du parrainage qu'évoquait Laurent, peu importe les modalités, mais d'être payé par l'entreprise pour donner du temps et de la compétence en fait à des gens qui en ont besoin, et comment je mets ça en valeur en fait dans l'organisation. Quand je fais ça, bien sûr je valorise les collaborateurs qui s'engagent, bien sûr je valorise aussi les formes d'engagement sociétal qui sont les miennes. Il n'est pas possible que quand des clients ou des partenaires viennent visiter mes locaux et qui voient des choses concrètement s'inscrire dans les murs, qu'ils ne m'interpellent pas pour me dire mais c'est quoi l'histoire qui est derrière. Et là aussi on embarque, parce qu'on a démarré sur l'engagement. L'engagement, c'est comment j'embarque, c'est comment je crée quelque part un collectif
fait une histoire qui est plus grande que moi, eh bien, ça passe par tous ces moyens pour se transcender en tant que personne, en allant donner du temps pour un sujet qui compte pour l'entreprise et pour moi, mais aussi dans la mise en valeur à travers les murs, à travers les espaces, de toutes ces formes d'engagement. Merci Benoît. Et toi, Laurent, tu as des exemples de la voix du client dans les espaces? Ce sera la dernière question de notre atelier. Oui, bah, je vais être très rapide parce que j'ai trouvé vraiment extrêmement inspirant ce que disait Benoît, parce que je trouve que c'est le lieu de travail. Demain, ça va être un lieu de création, un lieu d'échange, un lieu où on doit avoir envie d'y venir, où on doit côtoyer des gens qui sont heureux de venir là. Et donc, oui, l'idée de pouvoir accueillir des startups, ou pourquoi pas des associations, justement, avec lesquelles on est en partenariat, ça peut être quelque chose aussi. Leur mettre à disposition des infrastructures. Enfin bon, voilà, ça me donne plein d'idées. Je pense qu'on aura encore plein de choses à évoquer ensemble, Benoît. Chez Ikera, on essaye de faire les choses de manière assez simple et de manière assez humble. C'est-à-dire que déjà utiliser la manière qu'Eloquent nous met à disposition, à savoir tous ces superbes retours que les clients débiteurs peuvent nous faire, tous les retours de collaborateurs sur un accompagnement pendant des périodes assez difficiles, on les met sur nos murs, on en est fiers, on partage finalement ces valeurs communes. On essaye de les afficher, de les partager, de les véhiculer. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que voilà, quand on a des visites clients, on voit que c'est visible. Et puis surtout, chacun prend conscience finalement qu'on peut obtenir des très jolis verbatims, en être fier et l'afficher sur nos murs et que ce soit une réelle vitrine pour nous. Oui, puis se faire du bien, motiver les collaborateurs. Et se faire du bien et travailler ce fameux engagement parfois quand on a des doutes. Parce qu'on a vécu une année difficile, et c'est bien de se raccrocher à ça, des éléments concrets aussi. Et voilà. Écoute, Laurent, ce sera le mot de la fin. Chantal, on a des questions? On n'a plus de questions, on n'a plus de temps. Eh bien, Benoît, je te remercie 1000 fois de nous avoir accompagnés. Toujours éblouissant par ce partage d'expertise et puis d'années de travail sur le care qui se retrouve à travers tes ouvrages, mais aussi à travers ton expérience et ton parcours professionnel. Donc merci pour ça, merci pour ce retour. Laurent, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. C'est vrai qu'on a l'habitude de te faire parler puisque c'est toujours cette innovation, toi aussi, ça bouillonne, ça se met en place sur le terrain. C'est des choses aussi qu'on aime partager en termes de retour d'expérience. Merci. Merci à toi Aurélie pour l'invitation et surtout un grand merci de m'avoir fait partager ce moment avec Benoît. C'était un vrai plaisir. Merci Laurent, plaisir partagé. Merci Aurélie. Et puis c'était une évidence pour vous que vous vous rencontriez. Donc voilà, on est ravis d'avoir pu en tout cas vous mettre en relation sur ces sujets auxquels aussi nous sommes extrêmement attachés. Bien, je vous laisse et à bientôt. À tout de suite même.